Plus vite, plus haut, plus fort. Vous aurez probablement reconnu la devise olympique. D'ailleurs, si vous suivez l'actualité, vous savez sûrement que les Jeux olympiques arrivent à grands pas et débutent le 23 juillet au Japon. Ça sera l'occasion pour les athlètes de défendre les couleurs de leur pays et de repousser les limites humaines à leur maximum. Aujourd'hui, nous recevons Jasmine Paquin pour discuter des différences de performance sportive entre les femmes et les hommes. Je laisse Alexis la présenter. Donc, Jasmine Paquin est originaire de la région de Québec, puis est une kinésiologue de formation qui est présentement étudiante au doctorat en sciences de l'activité physique à l'Université de Sherbrooke. Celle-ci s'intéresse principalement au rôle de la qualité musculaire dans la gestion du diabète de type 2, mais également aux différences intersexes lors de l'exercice. Puis donc, Jasmine est elle-même une athlète ayant fait plusieurs courses et quelques ultramarathons. Donc, Jasmine, ça va bien? Allô, Alexis. Allô, Thomas, ça va bien, vous? Oui, ça va super bien, merci. Merci. Donc, avant de commencer, j'ai peut-être une petite question pour toi. En fait, d'où vient ton intérêt pour la différence intersexe lors de l'exercice ou la performance? Écoute, je savais que vous alliez me poser cette question-là en me préparant un peu pour l'émission. Puis, évidemment, ça m'a amené à y réfléchir. Puis, je pense que c'est surtout c'est un engagement pour moi qui est très social. Donc, d'abord, on sait qu'en recherche, bien, on sait, je vous le dis là, en recherche, on sait que les femmes sont assez sous-représentées. Puis, il y a de la littérature, en fait, qui appuie ça, là. Donc, les femmes il y a beaucoup moins de femmes chercheuses et les femmes ont tendance à avoir moins accès à des postes intéressants en recherche. Et donc, ça vient pas de moi, là. Il y a vraiment de la littérature et de la science assez récente qui appuie ça. Et il semblerait même que la situation COVID-19 n'a pas aidé. Donc, d'abord, il y a un certain engagement de ma part envers la place de la femme en recherche. Et en physiologie de l'exercice, ben, c'est aussi clair que les femmes sont sous-représentées dans les études scientifiques qui s'intéressent à la performance sportive, mais aussi à l'effet de l'entraînement là, sur différentes conditions de santé, finalement. Et donc, on manque de compréhension sur le plan de la physiologie de l'exercice féminine pour bien prescrire l'exercice et pour bien répondre, finalement, aux besoins de cette clientèle-là. Et donc, pour moi, ces deux aspects-là, pour moi, c'est la même chose que le combat de l'égalité des sexes. Donc, c'est le moyen que moi, je prends pour prendre part à ce combat social-là. Moi, j'y vais par cette porte-là, disons, par cette voie-là. Mais pour moi, c'est un engagement très, très social. Et d'un autre côté, pas complètement, mais d'un autre côté, disons, je pense que le sport est de tous les niveaux, là, que ce soit récréatif ou de très, très haut niveau, là, on parlait des Olympiques tantôt, ça peut devenir une place où les femmes ne reçoivent pas le respect qu'elles méritent, à mon avis, et ne se respectent pas elles-mêmes non plus. Autant parce que peut-être qu'on n'a pas assez de connaissances sur le plan des adaptations à l'exercice, mais autant parce qu'elles-mêmes peuvent... on sait qu'il y a quand même une prévalence de certains comportements là, en exercice et tout ça. Et ça peut venir autant des professionnels que des sportives elles-mêmes. Et on a un exemple assez récent d'une athlète de très, très haut niveau, Mary Cain, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais qui est sortie dans les médias pour dire écoutez, moi, depuis que j'étais avec Nike, j'ai jamais autant souffert sur le plan physique et ma santé ne s'est jamais autant détériorée. J'étais la femme la plus rapide en Amérique avant de me faire engager par Nike. Et donc, ce qui est arrivé pour être assez rapide avec cette athlète-là, c'est elle s'est fait imposer des diètes et tout ça. Alors qu'elle était déjà très, très performante. Et là, son coach de Nike disait bon, il faut que tu perdes du poids parce que tu vas être plus performante. Or, elle était déjà la femme la plus rapide en Amérique. Donc, donc on manquait de connaissances un peu à un très, très haut niveau auprès de ce genre d'athlète-là. Et vraiment, donc moi, c'est quelque chose qui m'a énormément touchée d'entendre ça parce que ça se vit pas seulement au niveau olympique, ça se vit aussi au niveau plus récréatif. Donc, très longue réponse pour dire que c'est un engagement très social là, de ma part. Super intéressant. On a hâte d'entendre un peu les réponses que tu donnes à nos différentes questions. Comme vous le savez déjà, là, nos auditeurs, donc à chaque podcast, on fait la minute de vérité. Donc, les règles sont relativement simples. Pendant 60 secondes, on va te poser différentes questions, puis tu peux seulement répondre par vrai ou faux. Donc, évidemment, la réponse n'est jamais dichotomique, noire ou blanche, mais on va revenir sur chacune de tes réponses par la suite. Est-ce que c'est clair? Cool, ça me va. Excellent. Donc, on commence ça dans 3, 2, 1, c'est parti. Tout sport confondu, les hommes sont plus performants que les femmes. Faux. Les femmes excellent davantage dans les sports d'endurance et d'ultra-endurance. Vrai. Proposer le même entraînement apportera les mêmes bénéfices chez les femmes et les hommes. Faux. Les différences de performance hommes-femmes s'expliquent principalement par des différences hormonales. Vrai. La pilule contraceptive diminue les performances des femmes. Je vais dire faux. Les différences de performance hommes-femmes sont plus importantes à l'enfance. Faux. En proportion, les femmes ont plus de masse grasse comparativement aux hommes. Vrai. Pour une masse musculaire équivalente, les muscles des femmes sont aussi forts que ceux des hommes.
Faux. Les femmes ne pourront jamais atteindre le niveau de performance des hommes, ou plutôt, elles ne pourront jamais rattraper leur retard. Faux. Super, donc on a fini pour la minute de vérité. Mais je vais prendre le relais. En fait, je trouve ça intéressant, ta première réponse. Tout sport confondu, les hommes sont plus performants que les femmes. Je pense que tu as dit faux. Et ben, je voulais discuter un peu avec toi. Est-ce qu'il y a des sports où on va retrouver de plus grandes différences intersexes? Est-ce qu'il y a des sports où il n'y a aucune différence, où la différence va en faveur des hommes, ou à l'inverse, va en faveur des femmes? C'est une excellente question, en fait, puis c'est assez complexe, là, vous l'aurez deviné, mais en fait, je pense que ça dépend, disons, de quelle filière énergétique on parle. Par exemple, dans des sports qui sont très à dominante, qu'on dit anaérobie, donc vraiment plus des mouvements de puissance, de la rapidité, vraiment quelque chose qui demande beaucoup, beaucoup de force très, très rapidement. Ça va être assez difficile pour les femmes ou pour une femme, disons, d'aller chercher un même niveau de performance. En fait, parce ça va être plus difficile pour une femme d'aller chercher, par exemple, la même charge soulevée. Quand on parle de façon absolue. Donc, de façon absolue, par exemple, en haltérophilie, les charges des hommes vont toujours être plus impressionnantes parce qu'ils ont des caractéristiques musculaires qui vraiment les avantagent sur ce plan-là. Par contre, si on compare, disons, relatif au poids ou relatif au niveau, disons, d'évolution dans le sport, ben là, on pourrait voir un peu moins de différence. Donc, ça dépend toujours sur quel pied d'égalité, ou en fait, si on est sur un même pied d'égalité quand on se compare. Ouais. Plus le sport va être à dominante aérobie, et donc vraiment plus style course à pied, même vélo de route, vraiment des sports où c'est très, très cardiovasculaire, et même plus l'épreuve se prolonge, ben là, moins il y a de différence. En fait, il y a beaucoup, beaucoup d'exemples. On a parlé tantôt d'ultra-endurance. Il y a beaucoup, beaucoup d'exemples de femmes ou en fait d'événements sportifs d'ultra-endurance où les meilleures performances vont être faites par des femmes parce que vraiment, c'est des très, très longs événements. Donc, ça dépend vraiment du type d'épreuve auquel on s'intéresse. Super. Donc, si je comprends bien, les composantes qui sont plus, en fait, puissance, donc tu l'as dit, haltérophilie, dynamophilie, on peut voir que les hommes pourraient donc un peu plus dominer, tandis que tout ce qui est endurance, ultra-endurance, ça serait plus les femmes, en fait, là, ça pourrait être équivalent ou même parfois, ils pourraient même être meilleurs. Oui, absolument. Puis là, on parle vraiment en absolu. Là, je parlais pas nécessairement de comparativement à la distance, ça, mais vraiment, pour une même distance, les femmes pourraient être plus rapides ou être capables de maintenir un effort plus longtemps pour une même épreuve, disons-le. OK. Puis, en fait, qu'est-ce qui pourrait expliquer ces différences-là? Donc, est-ce que c'est des différences physiologiques, biologiques, même mécaniques? Donc, est-ce que tu peux un peu nous éclairer à ce sujet-là? Ce qu'on sait, en fait, depuis peu, c'est que la composition musculaire entre les hommes et les femmes est très, très différente. Puis là, il faut nuancer quand même, on parle en moyenne. Donc, il y a des femmes qui vont avoir peut-être une typologie musculaire qui va ressembler plus à celle des hommes et vice-versa. Mais de façon générale, en moyenne, ce qu'on remarque, c'est que les femmes ont une typologie musculaire, donc un genre de fibre musculaire qui est très, très différent de celui des hommes. Les femmes vont avoir davantage de fibres de type 1 qui sont plus résistantes à la fatigue, qui sont davantage oxydatives, donc qui vont utiliser plus d'oxygène pour produire de l'énergie puis produire une contraction musculaire, qui vont être plus, donc je l'ai dit, plus résistantes à la fatigue, mais qui vont récupérer plus rapidement, puis qui vont utiliser plus facilement les différents substrats énergétiques, donc l'énergie qu'on a dans notre corps, comme les lipides et les glucides, par exemple. OK, donc si je fais le lien avec ce que tu as dit juste avant, c'est ça qui explique pourquoi elles ont peut-être un avantage dans les sports d'endurance, des sports où on utilise l'oxygène, où on utilise les glucides et les lipides comme source d'énergie. Absolument, puis c'est ça, en fait, je vais aller plus loin que ça, c'est carrément que de façon globale, ça a un avantage sur le plan de la fatigue, c'est-à-dire que la femme est capable de maintenir une intensité relativement élevée plus longtemps. La différence, c'est peut-être que cette intensité-là, quand on la compare à l'homme, elle va être inférieure, mais ça reste que de façon relative, disons, à la capacité maximale de la personne, elle va être capable de le maintenir plus longtemps. Ah, okay. Puis, tu parles un peu donc de typologie de fibres. Tu penses aborder un peu les fibres de type 1, qui sont les fibres lentes, tu sais, qui étaient plus oxydatives. Puis donc, est-ce que ça veut dire qu'au contraire, les hommes, parfois, pourraient avoir plus de fibres de type 2, donc les fibres un peu plus rapides, qui dégagent de la puissance comparativement aux femmes? Oui, de façon générale, ce qu'on remarque, c'est que les hommes vont avoir plus de fibres de type 2. Donc, vont produire plus de puissance plus rapidement, vont être capables de soulever plus de charges, mais vont aussi se fatiguer plus rapidement. Et ça, il y a des études qui démontrent de façon quand même assez claire que le niveau de fatigue, disons, que ce soit des répétitions en musculation ou des répétitions en termes d'intervalles de course, par exemple, mais on remarque que les femmes, ça prend moins de temps à récupérer.
Donc, au final, elles sont capables de cumuler un peu plus de volume, disons, d'exercice, mais à une intensité qui est peut-être un peu moindre à ce moment-là. OK. Et puis, bon, là, ici, c'est une différence davantage plutôt physiologique. Est-ce qu'il y en a d'autres similaires? Là, on parle du muscle, mais est-ce qu'il y a autre chose au niveau du cœur, au niveau des poumons? Alexis parlait aussi peut-être davantage mécanique, peut-être au niveau anatomique. Est-ce qu'il y a d'autres différences majeures qui peuvent expliquer ça? Oui, ben c'est vraiment intéressant de le regarder de façon plus large, là, plus que juste dans le muscle, justement. Mais les différences au niveau cardiaque et pulmonaire, sont très encourageantes, sont très rassurantes pour les femmes. C'est-à-dire que j'ai lu récemment là, une étude qui mentionnait assez clairement que la dimension des poumons et la forme des poumons chez les femmes est très, très différente de celle des hommes. Donc, par exemple, ce que les auteurs ont fait, c'était hyper intéressant. Ils ont modélisé quelque chose comme une centaine de scans, je pense que c'est des radiographies, de scans de poumons d'hommes et de femmes. Puis, en moyenne, ce qu'on voit, c'est que le poumon de la femme est beaucoup plus comme carré, ou disons une forme cylindrique, et celui de l'homme est beaucoup plus comme en triangle. Donc, vous comprendrez qu'il y a plus d'espace pour l'homme pour aller chercher vraiment comme une capacité pulmonaire, disons, maximale. Et donc, c'est de dire que si les femmes ont une capacité pulmonaire qui est moins importante, mais qu'elles arrivent à produire une intensité d'effort en cardio, là, une intensité d'effort qui est presque aussi élevée proportionnellement, ben moi, je vois ça comme étant une force, tu sais. C'est sûr que au plan cardiovasculaire, les femmes vont avoir tendance à avoir un cœur plus petit. Par contre, elles vont compenser en ayant un volume d'éjection systolique plus élevé. Donc, pour expliquer un peu ce que c'est que la quantité de sang qui va sortir du cœur à chaque battement va être plus important pour compenser pour ce volume-là cardiaque qui est moins important, finalement. Donc, on sait aussi, vous le savez comme moi, mais je vais le dire pour notre auditoire, là, le volume d'éjection systolique, c'est quand même une variable très, très importante des adaptations cardiaques à l'exercice. Donc, c'est comme si les femmes avaient, dans le fond, un avantage de ce côté-là. Ah. OK, intéressant. Puis au niveau anatomique, peut-être pour conclure, est-ce qu'il y a des différences ou pas nécessairement? On sait que les hommes et les femmes sont faits différemment, mais est-ce que ça confère un avantage à l'un ou à l'autre au niveau de la performance? Oui et non. Bon, c'est sûr qu'on a parlé tantôt là, de la masse grasse, la masse maigre, tout ça. C'est clair que les femmes ont un pourcentage de masse grasse plus élevé. Quand on regarde au niveau, quand on regarde au point du pourcentage, c'est pratiquement le double. Donc, disons que pour un homme qui a, je dis des chiffres, là, 10%, ben une femme, l'équivalent, ça va être 20. T'sais. Donc, il y a comme à peu près le double, si on veut. Je pense, c'est juste mon avis, mais je pense que c'est pas nécessairement un désavantage sur le plan de la performance sportive parce que une femme, c'est fait comme ça. Donc, ce n'est pas un désavantage pour elle-même d'avoir cette composition corporelle-là, au contraire, tu sais. Puis on sait que les femmes doivent maintenir un niveau de masse grasse suffisant pour maintenir leur performance sportive. Ça peut être un désavantage, entre guillemets, quand on se compare aux hommes qui ont pas la même distribution du tissu adipeux puis qui n'ont pas la même quantité de masse grasse et de masse maigre non plus, tu sais. Mais je pense que sur le plan de la performance, qu'on la regarde uniquement du point de vue féminine, je vois absolument pas ça comme un désavantage. Là. Non, puis en fait, pour faire un peu du chemin, ce que se disait même dans certains sports, je pense par exemple à la natation, le tissu adipeux, donc qui est moins dense que le muscle, peut peut-être même aider pour la personne flotte davantage. Puis même, je pense que c'est que tout le monde discutait des fois un peu là, tout ce qui est du centre de gravité. Les femmes ont un centre de gravité plus bas, fait que pour certains sports de combat, ça peut même être un avantage. Donc effectivement, vous avez aussi des avantages comparativement aux hommes dans plusieurs sphères. Ouais. Puis donc, une question qu'on avait aussi, moi puis Thomas, dans les vrais ou faux, on t'a répondu, est-ce que la différence de performance s'explique davantage par tout ce qui est, bon, d'un point de vue hormonal? Puis je pense que ta réponse était oui, si je ne me trompe pas. Est-ce que c'est tout expliqué par la testostérone, donc le fait que les hommes ont plus de testostérone que les femmes, donc tout ce qui est les sports, donc plus de puissance, ils pourraient plus performer, ou c'est quoi la différence vraiment? Là? C'est une très bonne question. Ben, en fait, je pense que oui, d'une part, c'est sûr que quand on regarde le ratio testostérone-estrogène, ben, les hommes ont beaucoup plus de testostérone, puis on sait qu'à l'adolescence, ben, c'est ça qui favorise le développement de la masse musculaire, le développement de la force même. C'est pas seulement la masse, là, la testostérone joue vraiment un rôle important dans le développement de la force, donc la capacité du jeune garçon ou de l'homme à vraiment comme déployer une force importante. Puis c'est sûr que du côté de la femme, ben, le ratio tend vraiment plus vers des niveaux plus élevés d'estrogène et de progestérone, donc les deux hormones principales qui régulent le cycle menstruel. Puis là, la différence en plus chez les femmes, c'est qu'il y a des variations. Il y a des variations au cours de la vie qui sont plus importantes que chez l'homme. Et il y a des variations à l'intérieur d'un cycle d'un mois qui sont
qui sont majeures, tu sais. Puis je pense que c'est une raison pour laquelle il n'y a pas beaucoup de femmes qui sont sujets de recherche en physiologie de l'exercice, sauf quand c'est vraiment des projets de recherche qui portent là-dessus. Mais c'est qu'il y a tellement de variations à l'intérieur d'un même mois qu'il faut vraiment bien être coordonné avec ces changements-là. Puis du côté de l'homme, c'est plutôt très, très, très constant pendant l'âge adulte. Et là, on a vraiment comme une descente là, quand on vieillit. Mais de façon générale, les niveaux de testostérone sont toujours les mêmes, sauf s'il arrive des événements et tout ça. Mais chez la femme, c'est très, très, très variable. Puis, bon, t'abordais au cours de la vie, ça peut vraiment changer. Puis tu as dit, bon, à l'arrivée de l'adolescence, les garçons, il y a une augmentation de la testostérone. Ça veut-tu dire qu'avant l'arrivée de l'adolescence ou l'arrivée de ce pic-là de testostérone, les performances garçons-filles seraient relativement similaires chez les enfants ou? Je dirais oui. C'est-à-dire que jusqu'à la puberté, il n'y aura pas beaucoup de différence parce que justement, le point tournant là, de la croissance n'est pas encore arrivé. Donc, hormis des différences anatomiques quand même assez claires, ben effectivement, il n'y a pas beaucoup de différence. Ce qui est sûr, par contre, c'est que les jeunes filles vont avoir ce point tournant-là plus tôt. Donc, ça dépend à quel âge on les compare, là. Puis si on va à l'autre côté du spectre, donc si on prend les gens, les femmes qui sont par exemple ménopausées, est-ce qu'il y a un avantage d'être ménopausée? Est-ce qu'il y a des inconvénients par rapport à la performance? Moi, j'ai pas entendu dire beaucoup d'avantages, en tout cas, là, de toutes les personnes que je connais qui sont passées par là, qui passent par là actuellement. Je pense pas que c'est un plaisir, en tout cas la période du moins, là. C'est sûr que la ménopause, ce qu'on sait pour l'instant, c'est que le fait de perdre des concentrations en estrogène qui sont de type adulte, là, disons, là, c'est plutôt désavantageux sur le plan de la santé métabolique. Donc, c'est vraiment à cette période-là où on voit que les femmes vont avoir tendance à avoir plus de risques de développer des maladies cardiovasculaires et tout ça. Donc, sur le plan de la performance, j'ai de la difficulté à te donner vraiment une réponse claire parce que je connais pas j'ai pas beaucoup vu d'études ou j'ai pas beaucoup investigué sur la performance après la ménopause et après l'andropause chez les hommes. Par contre, ce que je sais, c'est qu'il existe des master athletes qui sont donc des athlètes master, je sais pas comment le traduire, mais des seniors, admettons. Seniors, exactement, qui font des performances qui sont impressionnantes pour leur âge. Et bon, on se dit, soit il n'est jamais trop tard pour commencer, soit il ne faut jamais arrêter. Puis, en fait, tu disais, c'est ça, tu n'avais peut-être pas vu nécessairement d'études après la ménopause, mais est-ce que tu peux juste nous parler un peu, est-ce qu'il y a un effet bénéfique des hormones féminines? Donc, on parle souvent, la testostérone dans les sports olympiques, on voit que la prise de testostérone, c'est un stéroïde que les gens prennent pour améliorer la performance. Est-ce que les estrogènes, l'estrogène puis la progestérone pourraient avoir un effet bénéfique sur la performance? Énormément. Plus je lis, plus j'écoute des choses là-dessus, plus je me rends compte que c'est majeur puis c'est important puis il faut le reconnaître. Par exemple, en fait, c'est surtout les études sur l'effet des différentes phases du cycle menstruel qui pour l'instant, nous renseignent là-dessus. Mais ce qu'on sait, c'est que plus les niveaux d'estrogène sont à leur pic, donc à la première partie du cycle menstruel, plus les performances sportives vont avoir tendance à être élevées. Parce qu'on a vraiment un effet... Il y a un effet de l'estrogène sur le muscle. C'est quand même fou, mais c'est quand même ça. Il y a ce qu'on appelle une signalisation de l'estrogène dans le muscle. C'est-à-dire que l'estrogène est capable d'envoyer un signal dans le tissu musculaire pour dire « on fait ci, on fait ça ». Et ce que ça donne, en réalité, quand on l'observe sur le terrain ou dans une performance sportive, c'est que le muscle va déployer plus de force, va utiliser plus de lipides, donc va être capable de produire des effets de plus longue durée, des efforts de plus longue durée parce que on sait que les lipides, c'est un carburant durable. Et donc, ce qui fait en sorte que la performance sportive est significativement meilleure quand les niveaux d'estrogène sont plus élevés. À l'inverse, la progestérone, ça va un peu... c'est un peu l'effet opposé, là. Chez les femmes qui sont très, très sensibles à l'effet de la progestérone, il y a une signalisation de la progestérone dans le poumon. Et là, ce qu'on va voir, c'est que la personne va avoir plus de difficultés à ventiler. Si je vais d'un point de vue très personnel, moi, c'est mon cas, quand je suis à une certaine phase de mon cycle et que je sais que mes niveaux de progestérone sont élevés, je ventile énormément pour un même effort et donc je me fatigue beaucoup plus vite. Donc, on a cette différence-là à l'intérieur du cycle, mais néanmoins, ce qui est très, très clair, c'est que l'estrogène est nécessaire chez la femme pour produire une performance sportive qui est à la hauteur de la préparation physique, disons. Là.
Puis pour nos auditrices à la maison, donc ça serait quel temps dans notre phase, dans notre cycle menstruel qu'il faudrait donc d'avoir nos performances ou quand est-ce qu'on performe le mieux? Ce qu'on voit jusqu'à présent, c'est que bien qu'il n'y ait pas d'effet clair dans toutes les études, mais de façon générale, la récupération, l'endurance, la capacité cardiovasculaire sont meilleures dans la première phase du cycle menstruel, donc dans les 14 premiers jours. Suite à ça vient l'ovulation. Et suite à ça vient une première descente en estrogène. Et pour certaines femmes, cette descente-là, elle est très, très abrupte. Et là, on a vraiment une baisse des niveaux d'énergie, une baisse des niveaux de performance, une baisse de la motivation même à s'entraîner. Ça affecte l'humeur, là, quand même, là, ces changements hormonaux-là. Là. Et donc, en milieu de deuxième partie du cycle, on retrouve un peu nos performances du début du cycle de façon moins marquée. Et là, on a une seconde descente et c'est vraiment au début du prochain cycle qu'on va retrouver ce niveau de performance-là. Là. Ben, en fait, je trouve ça très, très intéressant et je pense que ça nous amène tranquillement pas vite à discuter des adaptations à l'entraînement. Et la première question que je peux avoir, c'est pour poursuivre sur le cycle menstruel. Ben, en fait, comment adapter l'entraînement, comment prendre en compte ces effets-là dont tu nous parles lors de l'entraînement et en fait, pour revenir aussi au début, est-ce que faut le prendre en compte quand on est une athlète féminine? Oui, c'est une excellente question. Puis en fait, je trouve ça vraiment intéressant parce que avant de venir vous voir pour le podcast, j'ai eu la chance de participer à un congrès virtuel, bien sûr, qui s'appelait The Female Athlete Conference. Et il y avait beaucoup de symposiums et de conférences qui portaient sur cette question-là. Et vraiment, ce qui ressort, c'est que la littérature, la recherche s'en vient quand même assez claire sur cette thématique-là, selon laquelle, oui, il faut adapter l'entraînement aux différentes phases du cycle menstruel, mais les entraîneurs, les préparateurs physiques sur le terrain n'ont aucun outil. Donc, on s'en vient quand même bon du plan des connaissances et de la théorie, mais de le rendre praticable, là, ça va être un autre défi. Donc, pour répondre plus directement à ta question, je pense qu'il faut optimiser nos pics d'estrogène, là, donc notre première phase, là, comme je vous parlais, le premier 2 semaines du mois, où là, vraiment, là, en temps normal, les performances sont vraiment bien soutenues là, par des hautes concentrations d'estrogène. Donc, il faudrait profiter de cette période-là, peut-être pour augmenter l'intensité ou même augmenter le volume. Ça peut être les deux en même temps parce que vraiment, quand on profite de cette période-là, je pense qu'on peut avoir des résultats qui sont très, très, très intéressants. Puis par la suite, ce serait d'écouter, vraiment d'écouter les niveaux d'énergie, d'écouter les sensations, et de consolider ce qu'on a fait dans la première partie. Donc, c'est assez contraste avec ce qu'on voit en planification de l'entraînement sportif classique, où là, vraiment, on va avoir une progression sur 4 semaines et on va progressivement augmenter l'intensité sur 4 semaines. Moi, ce que je propose, c'est qu'on fasse de l'entraînement par bloc puis que vraiment, on optimise notre période de haute concentration d'estrogène. Donc, 1-2 semaines d'intensification, 1-2 semaines plus facile. Ça n'a pas besoin d'être une intensité puis un volume toujours constant, mais moi, je profiterais de cette fenêtre-là. Là. Puis, ça me vient à penser, donc, les femmes qui prennent en fait la pilule contraceptive en continu, est-ce que tu penses qu'il va avoir un effet délétère ou au contraire, un effet en fait qui pourrait être positif sur leur performance? Qu'est-ce que tu conseillerais, toi, pour une athlète féminine qui désire performer à un haut niveau? Là? C'est une excellente question qui est chargée, en fait, parce qu'on sait que la pilule contraceptive, ça a quand même un effet important. Là. Je veux dire, c'est quand même utilisé par beaucoup de femmes pour une raison. Là. Mais ce qui est très, très clair dans la littérature aussi, c'est que les femmes performent moins bien. Malheureusement, là, c'est très clair dans la littérature. Là. Les femmes qui sont sous contraceptifs oraux ont de moins bonnes performances et ont moins d'adaptation aussi à l'entraînement. C'est en moyenne. Donc, ça ne veut pas dire que tout le monde est contraint à jamais avoir d'amélioration à s'entraîner si on prend la pilule. Mais de façon globale, quand on regarde une population large là, qui prend la pilule contraceptive, ce qu'on voit, c'est qu'il y a moins d'adaptation que chez quelqu'un qui prend pas la pilule contraceptive. La raison est très, très simple. C'est que la pilule contraceptive, ça supprime le cycle menstruel. La conférence que je vous parlais tout à l'heure, il y a une chercheure assez connue dans ce domaine-là qui s'appelle Christy Elliott Sale, qui a présenté un graphique, disons, une représentation visuelle de c'est quoi les différences hormonales, disons, quand on prend la pilule. Et c'est juste une ligne flat. Il se passe absolument rien. Donc, on bénéficie pas, finalement, là, des bénéfices des hormones sexuelles, finalement, là, en prenant la pilule, malheureusement. Super intéressant.
Puis donc, on te dit, c'est bien peut-être d'adapter l'entraînement, donc, selon le cycle menstruel. Puis en ce qui concerne l'alimentation, donc on sait, avec les segments, des fois peut-être une carence en fer. Est-ce que on devrait aussi adapter l'alimentation en fonction des différents cycles, différentes phases? Ou est-ce que tu as lu un peu là-dessus? Je sais que ça sort un petit peu des fois de ton sujet d'expertise ou ton domaine d'expertise, mais est-ce que tu as lu un peu là-dessus? C'est une très bonne question aussi. J'ai moins lu, mais j'ai vu des trucs plus pratico-pratiques pour les athlètes puis pour les entraîneurs aussi, là. Ce qui est conseillé de façon générale, c'est d'adopter une alimentation, disons, anti-inflammatoire quand la période des règles s'en viennent, simplement parce qu'il y a déjà des processus inflammatoires importants qui ont cours dans l'organisme puis qui sont d'abord voulus et qui sont normaux. Donc, c'est très, très normal d'avoir une augmentation, disons, des facteurs inflammatoires là, dans notre organisme quand les règles s'en viennent. Donc, le conseil un peu général, c'est de dire, bon, vous pouvez avoir un petit peu plus d'antioxydants dans votre alimentation, éviter les aliments très, très transformés. Une autre chose que je trouve très intéressante, c'est que dans la deuxième moitié du cycle menstruel, donc après l'ovulation et avant d'avoir les règles, donc deuxième moitié du cycle, mais comme, disons, troisième quart, le sommeil a tendance à être perturbé. Et là, il y a différents conseils qui viennent avec ça, là. Il y a différents conseils qui viennent avec ça, par exemple, augmenter certains aliments qui contiennent du tryptophane. On sait que le tryptophane joue un rôle dans le maintien d'une bonne qualité de sommeil. Et donc là, on va conseiller de consommer des aliments qui en contiennent. Je pense que les bananes, par exemple, en contiennent. Les raisins, si je ne me trompe pas. Mais c'est ça. Fait que c'est différent. Moi, c'est ce que je sais pour le moment, là, mais il semble qu'il y a quand même un intérêt là, de regarder ce qui se passe au niveau nutritionnel là, par rapport à ça. Parfait. Puis juste pour être sûr que je comprenne bien, tu disais dans une alimentation qui serait anti-inflammatoire puis avec les antioxydants. Peux-tu juste donner un exemple, mettons, est-ce que c'est juste une saine alimentation puis où on pourrait trouver des antioxydants? En fait, je pense que c'est qu'on va conseiller d'avoir beaucoup de fruits et légumes, éviter tout ce qui est très, très transformé. Fait que c'est peut-être éviter la restauration rapide, même si on a... C'est un peu contre-intuitif parce qu'on a plein de cravings là, dans ces moments-là. Là. Donc, ce qui est conseillé, c'est de diminuer ce qui est plus transformé. Antioxydants, je dirais tout ce qui est fruits et légumes. Vraiment, mais moi, je pense que c'est d'avoir une alimentation équilibrée puis de cuisiner. Puis ouais. Mais en fait, pour faire le pont entre l'entraînement et la nutrition, il y a un terme qu'on entendait assez souvent, là, les coachs ou même sur le terrain, là, la fameuse triade de l'athlète. Déjà, on voulait voir est-ce que ce terme est toujours d'actualité aujourd'hui et puis qu'est-ce que ça représente avant d'aller plus loin. Oui. En fait, la triade de l'athlète féminine est toujours d'actualité. Par contre, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que la triade de l'athlète féminine faisait partie d'un syndrome beaucoup plus large qui s'appelle le RED-S pour le Relative Energy Deficiency in Sports. Donc, la triade de l'athlète féminine, c'est trois symptômes assez importants qui sont perte de densité minérale osseuse, perte de poids importante et blessure. Donc, ça, c'est vraiment un trifecta là, de symptômes qu'on peut remarquer chez différents profils d'athlètes féminines, disons. Et ce qu'on s'est rendu compte dans les dernières années, c'est que cette triade-là faisait partie du RED-S, où là, on a vraiment des symptômes qui peuvent toucher le psychologique, le métabolique, la santé osseuse, qui peuvent toucher le cognitif, tous les systèmes auxquels vous pouvez penser, bien, le RED-S, le syndrome du RED-S a un impact sur ces systèmes-là. Et ça, c'est associé, en fait, c'est induit par le surentraînement, la surcharge physique. Oui, bien en fait, le syndrome est défini comme étant le syndrome de l'énergie déficitaire relative. Donc, c'est une situation où l'énergie disponible, puis là, ça, c'est un nouveau concept aussi, mais l'énergie disponible n'est pas suffisante pour que l'organisme, donc le corps humain, fonctionne correctement. Le déficit peut venir de l'entraînement, comme il peut venir de l'alimentation. Donc, on peut avoir quelqu'un qui s'entraîne correctement, mais qui ne mange pas suffisamment, ou quelqu'un qui mange correctement et qui s'entraîne trop. Donc, peu importe la source, on a un déficit en énergie et ce déficit-là n'est pas nécessairement volontaire. Il peut l'être, mais pas nécessairement. Ça ne vient pas nécessairement d'un choix de la personne. Puis ça, je me demandais, est-ce que c'est quoi les symptômes classiques, si tu veux? C'est quoi qu'on remarque souvent? Parce que bon, les coachs, des fois, le voient peut-être pas, mais pour l'athlète, soit féminine ou le masculin, c'est quoi les symptômes physiques qu'ils peuvent remarquer pour dire, clairement, là, je suis peut-être dans le syndrome RED-S, je devrais peut-être moins m'entraîner, plus manger? Oui, d'entrée de jeu, je suis très heureuse que tu précises que ça peut arriver chez les hommes aussi, parce que c'est le RED-S aussi, là, ce qu'on se rend compte, c'est que ça touche hommes et femmes. Je pense que ça n'arrive pas dans le même contexte chez les hommes que chez les femmes, mais
ça touche les deux sexes, ça c'est très, très clair. Donc, les premiers signes qu'on peut voir, là, c'est... il y a tellement de choses, pour vrai. Tu sais, ça peut être autant psychologique que physique. Alors, on peut parler d'une baisse de motivation à s'entraîner. On peut parler de fréquence des blessures. On peut parler d'une préoccupation à performer. On peut parler d'une perte de poids, mais on peut parler d'une prise de poids aussi. On peut parler d'une incapacité à aller chercher des performances qu'on devrait être capable d'aller chercher avec le niveau d'entraînement qu'on a. On peut parler de difficulté à se concentrer, de difficulté à dormir, de susceptibilité à attraper des infections aussi. Encore plus là avec la COVID et tout ça, mais fait, ça touche vraiment tous les systèmes. Puis généralement, j'ai envie de dire que ce qu'on voit, c'est vraiment une dépression de l'ensemble des systèmes. Là. Ouais. Puis est-ce que je me tromperais si, dans le fond, le conseil que tu pourrais donner, c'est peut-être juste s'écouter? Donc, le moindrement, que ce soit psychologique, que ce soit physique, on remarque qu'il y a des changements, de peut-être dire, effectivement, c'est peut-être mon alimentation, c'est peut-être mon entraînement. Puis... Mm-hmm. En théorie, ça fonctionne. En pratique, c'est assez difficile de convaincre un athlète qu'elle n'a pas besoin de se restreindre dans son alimentation, par exemple, pour performer. J'écoutais une émission récemment, là, en fait, un autre podcast là, qui est anglophone, mais qui parle de sujets comme ça dans la physiologie de l'exercice. Puis la personne qui était interviewée, c'était vraiment une professionnelle dans ce domaine-là. Puis elle, ce qu'elle disait, c'est que en allant au fond des choses avec les athlètes qui vivaient ça, là, le Red S, finalement, c'est que ce qu'elle se rendait compte, c'est qu'elle intervenait plutôt auprès de femmes. C'est qu'elles avaient une préoccupation tellement importante sur leur apparence physique que ça venait carrément gâcher leur aptitude à performer. Et donc là, c'est d'investiguer avec la personne. Qu'est-ce qui fait que ton apparence physique, ton corps, tout ça te préoccupe à ce point-là, t'sais? Puis tantôt, quand je parlais de l'exemple de Mary Cain, c'est un petit peu ça. C'est-à-dire qu'on a des femmes qui ont énormément de talent, ou qui ont énormément de potentiel, puis qui vont carrément laisser ça de côté parce qu'il y a des standards de beauté qui sont inatteignables, même pour des athlètes de haut niveau. Donc, c'est d'aller investiguer un peu à la source. En fait, je trouve ça intéressant que tu parles de l'aspect plutôt peut-être médiatique. Là. On parlait d'un sponsor comme Nike. Et justement, avec Alexis, on se posait la question à quel point l'exposition médiatique a un rôle, selon toi, dans les disparités de performance hommes-femmes. C'est une excellente question. Je pense que ce que ça touche le plus, c'est l'aspect financier, probablement. On sait que les médias, c'est une bonne partie des commandites et tout ça pour le financement des athlètes sportifs. Et, par exemple, je vous donne un exemple, quelque chose que j'ai vu dans les médias sociaux récemment, où c'est une athlète de basketball qui... de haut niveau, là. Olympique, on parle, là, à s'en aller à Tokyo, là. Et donc, elle filme le gym des athlètes masculins, puis comme, regardez le gym des athlètes masculins. Puis là, c'est vraiment... je veux dire, c'est à la fine pointe de la technologie. C'est immense, ça a l'air hyper récent. C'est comme, ils sont vraiment full equip, là, comme on dit. Là. Puis après ça, elle tourne sa caméra, puis elle dit « Et voici le gym des athlètes féminines. » Puis c'est comme un mini rack avec comme 4 sets de poids. T'sais. Ouais, je l'avais vu, ça avait fait vraiment la coller dans les médias. Là. Donc, moi, c'est l'exemple assez frappant que je vois. C'est sûr que si on donne moins d'exposition médiatique aux athlètes féminines puis au sport à dominante féminin, disons, c'est comme de dire, ça nous intéresse moins, fait qu'on va moins les financer. Et donc, si on les finance moins, on leur donne moins l'opportunité de progresser. Et donc là, on est dans le même problème de disparité ou d'inégalité, disons, entre les sexes. Ouais, c'est un cercle vicieux qui s'installe. Ouais. Ça m'amène aussi vite fait à penser, là, je me demande juste, si on parle d'adapter l'entraînement, d'adapter l'alimentation, est-ce que selon toi, ça serait bien d'adapter les sports? Donc, je m'explique, là, mettons, l'exemple qui me vient, c'est peut-être le basketball. Je pense que la moyenne dans NBA, les garçons, là, c'est autour de 6 pieds 6, 6 pieds 7. Les filles, c'est plus autour de 6 pieds, mais les paniers, pour tout le monde, restent à 10 pieds. Mm-hmm. Donc, oui, il faut adapter l'entraînement, mais est-ce que, selon toi, adapter les sports pourrait faire qu'il y aurait peut-être moins de disparité, puis que sinon, même d'un point de vue médiatique aussi, serait peut-être plus intéressant, serait peut-être plus dynamique comme sport. Donc, je veux bien avoir un peu ton opinion sur est-ce qu'il faudrait adapter les sports en fonction, justement, des sexes? C'est une excellente question, puis je pense que ça revient à l'aspect culturel, c'est-à-dire que peut-être je suis vraiment pas une connaisseuse du basketball, là, c'est pas dit en passant, mais peut-être que les paniers sont
cette hauteur-là pour une question de à quel point c'est impressionnant. T'sais. On veut aller chercher un lancer qui est très, très impressionnant. Donc, on garde les paniers à cette hauteur-là. Puis, je vais faire un parallèle avec le ballet. Puis encore une fois, ça, c'est quelque chose que j'ai entendu dans la conférence que je vous parlais tout à l'heure. Donc, c'était une genre de présentation commune entre différents chercheurs. Et là, c'était un peu la question de, justement, la triade de l'athlète féminine dans le ballet. Puis là, comment est-ce qu'on fait pour ramener nos danseuses à des niveaux de performance corrects, avec une bonne alimentation. Puis, en fait, la question a débouché sur, oui, mais comment ça se fait qu'au départ, il y a des standards de corporalité, disons, aussi sévères en ballet, tu sais. Puis là, moi, je regardais ça, puis je voyais que les deux chercheurs étaient comme, ouais, mais là, c'est une question de culture, puis clairement, ça nous dépasse. Puis là, nous, comment qu'on fait pour respecter nos athlètes là-dedans? Puis là, je voyais qu'il y avait comme un espèce de point mort, là, où personne ne savait plus quoi dire puis quoi faire. Mais tout ça pour dire que je pense que ça revient à une question de... C'est des attentes qu'on a, puis c'est des normes culturelles qu'on a, que une danseuse de ballet, c'est comme ça, un panier de basket, c'est haut comme ça, puis c'est à ça qu'on s'attend, finalement, t'sais. Donc, moi, je pense qu'on a c'est large, là, mais on a une réflexion sociétale à avoir sur nos normes culturelles là, dans le sport. Oui, puis ça fait pas le même nombre d'années non plus. Par exemple, je pense que c'est Thomas, peut-être tu me corrigeras, mais la première femme qui a couru un marathon, c'est quoi, c'est en 1977? Ouais, c'est récent, on va dire. Ça fait pas si longtemps que ça. Fait qu'effectivement, si on parle de différences dans les sports, on parle aussi d'exposition médiatique, ben ça vient jouer aussi, ça fait moins longtemps que, tu sais, comme c'est mis de l'avant. Puis je pense que t'en as bien parlé au début du podcast quand tu disais la recherche a été longtemps fait seulement avec des hommes. Fait que toutes les méthodes d'entraînement, toutes les performances. Puis je pense, ou en tout cas, j'espère que dans les prochaines années, que ça soit plus... qu'il y ait plus d'égalité, en fait, tant au niveau de la recherche, là. Merci beaucoup, Jasmine. Si je me permets une petite synthèse de ce qu'on a parlé, assez globalement, tu nous as dit que les performances étaient meilleures pour les hommes comparativement aux femmes, notamment pour les sports de puissance et de vitesse, mais que cet écart-là a tendance à se réduire quand on s'en va vers des sports d'endurance et notamment d'ultra-endurance, avec quelques exemples de femmes qui ont gagné face à certains hommes. Et moi, ce qui m'a aussi marqué le plus, c'est le fait qu'on le sait, on le sait de plus en plus, il faut adapter l'entraînement en fonction du cycle menstruel chez les femmes, mais les évidences scientifiques le démontrent assez bien. Maintenant, le problème, et tu es probablement d'accord avec ça, c'est la mise en pratique sur le terrain qui, selon toi, est encore un peu déficitaire. Oui, absolument. Absolument. Puis en fait, je vais ouvrir une mini parenthèse là, sur ton retour, mais... on parlait des sports de puissance et tout ça, là, on a vraiment beaucoup d'exemples de femmes qui performent en sport de puissance aussi. Là. Donc, il faut vraiment pas se décourager malgré ces différences intersexes-là. T'sais, autant les hommes vont performer dans des épreuves de très longue durée, mais les femmes vont être capables de performer dans des épreuves plutôt de puissance et tout ça. Je pense que la clé, ça va être de mieux comprendre les différences, ça va être de mieux agir, mieux savoir comment agir sur le terrain. Là. OK. Merci beaucoup, Jasmine. Ça m'a fait plaisir. Merci vraiment, Jasmine, pour ta présence, tes explications. Donc, j'invite tous nos auditeurs à nous suivre tant sur Facebook, Instagram et YouTube à Explique Balado, en espérant vous revoir au prochain Balado Explique.